Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. N'hésitez pas à soutenir par des likes, des partages et rédigez vos commentaires. Je vous lirai avec attention si vous souhaitez réagir à ce qui va être dit. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, je vous emmène dans l'aventure des Smart Cities. Vous en avez certainement entendu parler, soit des projets ou eu écho des réalisations qui ont été effectuées, de transformer les villes en villes intelligentes qui connectent tous les services. Ça peut être les services de police, à la fois avec les caméras de surveillance, des capteurs également qui mesurent maintenant les décibels pour voir s'il n'y a pas comme ça des bagarres qui éclatent ou des mouvements de foule. Vous avez même eu à Nice, en France, Reporty, une application où le citoyen se met dans le système de l'interconnexion et il signale, je ne sais pas, des déchets sauvages ou encore des gens qui se battent ou s'il a assisté à un accident pour essayer de faire fonctionner au mieux la remontée d'informations. En dehors de cette sécurité, on a les transports pour répondre aux besoins des gens et éviter qu'il y ait trop d'attentes et des tensions qui montent. Ça permet comme ça d'envoyer des flottes à certains moments de la journée et de vraiment optimiser tout le système. Après, on peut y voir également l'acheminement d'énergie. On va revenir avec la troisième révolution industrielle de Jérémy Rifkin, transformer les bâtiments en mini-usines qui répondent à leurs propres besoins pour éviter certaines catastrophes comme on l'a vu récemment. Tout ça, ça nous fait penser à la domotique. Ça date déjà de ceux qui étaient dans le high-tech et qui connectaient leur maison. Alors ça commençait par un portail, où on n'a plus de façon manuelle à le tirer, on appuie hop là sur la télécommande et en fait ça va répondre à certaines directives. Exemple, le premier bouton c'est 0101, ça veut dire que le portail s'ouvre et que comment dirais-je, le petit phare alerte en question les autres aux environs qu'il y a bien une ouverture du portail pour éviter que ça se rentre dedans ou autre. Après, vous avez eu la maison carrément connectée. C'est-à-dire plein de capteurs mis avec des émetteurs et répondant à soit des tags RFID ou soit à d'autres technologies, quoi qu'il en soit du Near Field Communication, de la radiofréquence identification, et qui permet soit de recevoir depuis un boîtier des commandes, ou soit de percevoir des habitudes qui ont été enregistrées. Genre à 19h, je rentre chez moi, je veux que dès que j'ai franchi la porte d'entrée, les autres appareils connectés, par exemple la lumière, elle commence à être tamisée, d'accord, pour me mettre dans une petite ambiance. Que le four vienne à se déclencher un petit peu avant. Comme ça, lorsque je rentre, je sais que soit ça va être un gratin ou une pizza, la température sera parfaite, j'aurai plus qu'à enfourner. Et on a comme ça plein d'autres choses, les frigos connectés, qui voient les derniers produits qui restent, soit qui alertent pour éviter le gaspillage, ce qui peut du coup fournir des données après au service de l'État, si c'est remonté, autorisé, pour lutter contre le gaspillage alimentaire et finalement la surconsommation, ça c'est ce qui adviendra plus tard, ou bien même proposer des recettes, carrément, et passer commande pour la suite, selon les habitudes. On a comme ça donc une connexion du domicile qui peut être aussi un danger, puisque eh bien, ça signifie que derrière vous êtes connecté à un service extérieur, et qu'on commence maintenant à bien vous ficher en dehors des réseaux sociaux sur vos habitudes de conversation, vos sujets qui vous intéressent, les séries, films qui peuvent entre autres vous animer. Ah, en dehors de ça et des assistants vocaux, voilà qu'on maîtrise également ce que vous consommez, vos habitudes, et petit à petit, on peut carrément vous faire une sorte de Truman Show, quoi. On contrôle même les algorithmes qui vous poussent par des petites références. Tiens, vous êtes invité à faire tel plat. Oh tiens, aujourd'hui, il y a une activité à pas trop cher. Et ça, c'est l'objectif de certains, donc de transformer d'abord le domicile et puis d'en arriver à la ville. Tout est connecté. Il y en a même qui m'en avaient déjà parlé, les villes de 30 minutes. En fait, ça devient des bunkers. On est à deux doigts d'arriver dans l'idée même du silo. Du silo, c'est-à-dire on creuse et sur plusieurs niveaux, on vous organise des activités, mais vivez sous terre. Avec l'Agartha, quoi. Le pouvoir sous terre. Vous n'avez plus besoin de voir cette vraie lumière. Tout se situera un peu comme dans soit les bateaux de croisière que l'on observe. Dedans, vous avez cinéma, restaurant, piscine, enfin, que de la démesure, mais pour vous mettre dans un bunker, on va dire, en un petit lieu, où on vous invite après à voyager sur cette mer. Et dans la ville, il en est de même. Ils veulent vous enfermer, faire en sorte que tous les besoins soient répondus à aller à moins de 15 minutes, 30 minutes maximum,
Comme ça, vous n'avez même plus l'esprit d'aller vers d'autres paysages. Un peu comme dans le monde d'Orwell 1984. Si vous voulez faire plus de 100 km, et ce qui avait d'ailleurs été le cas aussi en France pendant le Covid, le confinement, vous deviez demander une certaine autorisation. Du moins, ça avait été mis en expérimentation, mais pas validé. Donc, pour vous dire, quand on arrive à tout cela, eh bien, on est vraiment sous algorithme. Il y a même la possibilité d'anticiper les comportements, puisque vous êtes enregistré quotidiennement. D'accord? Et ça, pour l'instant, c'est pas permis, puisqu'on a la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, et au niveau de l'Union européenne, le RGPD, Règlement général de la protection des données. Ok. C'est censé nous couvrir. Mais on en a certains, comme à Nice avec le maire Estrosi, qui forcent. Au point même où ils sont servis, on en avait parlé, des attentats. En disant non, mais nous, il n'y aurait pas eu ces attentats du Bataclan si vous aviez eu nos systèmes, nos dispositifs, entre autres de surveillance. Pas de chance. Paix à l'âme de ceux qui sont décédés à la fois à Paris et à Nice, on a eu le boulevard des Anglais. D'accord? Donc ça n'a pas empêché. Après, ça a été servi où finalement on n'empêche pas, mais on remonte plus facilement les informations et les auteurs. Mais quoi qu'il en soit, déjà on partait sur une base de mensonges. C'est comme, actuellement c'est en débat, pour lutter contre tous les trafics qui ont lieu, non, ils ne veulent pas investir dans des polices qui mèneraient des enquêtes, ni dans des infiltrations précises. Ils préfèrent parler de punir tout le monde. Enlever le cash. On a Darmanin qui nous a dit oui, mais non, ça sera pas faisable. Ah bon? C'est la fenêtre d'Overton là qui nous place. Ça serait idéal pour lutter contre finalement toutes ces malversations, mais non, on ne peut pas le faire. Petit problème, on n'est pas encore opérationnel. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a l'Union européenne qui arrive là, avec son projet de crypto-euro dont nous avons parlé, où il parle de wallet, donc d'un portefeuille virtuel, soi-disant fonctionnant donc avec la crypto, ou un même style en tout cas de bloc chaîne, d'accord, où on remonte en fait toutes les transactions, et vous pourriez les passer, apparemment de façon anonyme, hors ligne. Or nous savons très bien que pour réapprovisionner le portefeuille, il faudra refaire une connexion, et donc tout ce qui a été exercé, exécuté en dehors du réseau, lorsque vous refaites une connexion pour alimenter le portefeuille, ça va dans la base d'information. Donc il ne leurre personne, même le plus amateur, comme moi en l'occurrence, hein, je ne suis pas un professionnel dans le codage ou autre, j'ai vraiment quelques toutes petites notions, on ne me leurre pas avec ça. D'accord? Donc il n'y a pas besoin, il y en a certains des fois sur internet, c'est des péteux, ils sentent solides alors qu'ils sont tout liquides. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils entendent, ouais, nous on a fait l'université, nous on a des bacs, et alors? Tu crois que c'est ça qui va t'offrir une haute intelligence? J'ai côtoyé des personnes qui avaient des masters, et en termes de raisonnement, c'était complètement à côté de la plaque. Donc c'est pas parce que tu as un master ou je ne sais quoi, ou même aller à la rigueur, tu as ta licence, que pour autant ça te fait toi un génie. Non, pas du tout. Ça fera de toi peut-être un professionnel dans certaines données, je sais pas, en comptabilité, ou encore dans la branche dans laquelle tu t'es engagé, imaginons en biologie, mais des fois ça ne te permettra pas d'avoir des bons raisonnements sur d'autres choses. Ça c'est important aussi à rappeler. Revenons au sujet. Les smart cities et donc les territoires connectés. C'est vraiment là où plus rien n'échappe au radar. Vraiment, tout est contrôlé. Et on l'a vu d'ailleurs pour les cheptels, ils ont été marqués pour certains. Tchouf, on leur a mis une petite puce RFID qui coûte pas cher et qui répond dans un certain rayon à justement la localisation. Il y en a même, leurs bêtes, elles sont suivies, c'est-à-dire on a connecté les seaux ou bien encore les... j'ai plus le nom, mais c'est comme les cuves où elles vont manger, on sait la quantité qui leur a été délivrée en termes de protéines par rapport aux granulés, tout est millimétré. Ça passe vraiment sous l'informatique, au point même où si un jour il y a un problème, une déconnexion ou quoi, il y en a beaucoup, ils vont être dans la merde. D'accord? Donc on avait eu la menace pour les cols bleus dans un premier temps, c'est-à-dire les travailleurs industriels. Aujourd'hui même, les cols blancs se retrouvent dépassés par ce qu'ils ont développé. Maintenant, pour autant, l'intelligence artificielle, selon moi, n'est pas maîtrisée de la part de l'utilisateur, mais est totalement en contrôle, délimité de la part des programmateurs. D'accord? Et ça, souvent, on oublie les deux phases. On ne voit que l'utilisateur et on se dit, puisque celui-ci se sent dépassé par la technologie, de facto, elle a déjà de la conscience. Non. Et on en parlera d'ailleurs prochainement avec un livre que j'ai quasiment fini, là il ne me reste même pas 100 pages, Pourquoi la pensée humaine est inégalable. D'accord? En termes de volonté, de création,
de partir des fois même de rien, d'adaptabilité, on va dire, à d'autres situations, parce que la technologie a beaucoup de mal. C'est pour ça qu'ils veulent absolument connecter les deux, homme et machine. Ce que l'on avait vu et que l'on poursuivra par la suite, homme versus machine, l'intelligence artificielle démystifiée puisqu'on nous vend beaucoup de choses. On avait lu ce livre, Le prochain maître du monde, l'intelligence artificielle, ou du moins ceux qui vont la contrôler. Puisque l'on voit que les États ont mis beaucoup de temps à investir dans ces projets. On a là un réveil, un sursaut des États-Unis qui ont parlé, je ne sais plus de combien de milliards pour le développement d'intelligence artificielle. La France, avec l'Union européenne, a suivi. Ils ont promis pareil plusieurs milliards sur la table. Et pourquoi ? Parce qu'ils se sentent dépassés par les mastodontes. On a des États là qui sont en train d'être en faillite, d'accord ? En termes de dette, en incapacité de gestion, que ce soit des décisions ou même de répondre au public, c'est-à-dire faire la démos kratos, écouter un peu cette démocratie et voir ce qu'il en est vraiment des besoins. Non, ils sont assis dessus. Et on a dans le même temps des gens qui sont au World Economic Forum, donc le WEF, où on avait Klaus Schwab jusqu'à récemment, mais qui est peut-être un peu trop gueulard, qui expose beaucoup trop les projets au point de se voir sous le feu des critiques. Voyez, il est sous les projecteurs et la lumière est mauvaise, tout le monde lui jette des tomates, ça en vient à finalement vouloir s'en prendre à lui physiquement, donc ils ont essayé de l'écarter pour mettre quelqu'un de plus discret. Parce que World Economic Forum, ça rassemble à la fois des dirigeants mais aussi de grands patrons. Et ces gens-là, leur intérêt c'est rentabiliser au max, et en fait c'est comprendre le cheptel au plus près. D'accord, le cheptel, donc c'est les êtres humains qu'ils ont mis dans certaines catégories au point où on en arrive à ces bunkers, à ces villes où il faut absolument, en fait, tu dis pourquoi ? Non, pas en connexion avec la nature, où tu te balades, tu fais des activités gratuites, non. La moindre chose que tu vas faire, c'est tu vas consommer. Et au point même où tu ne seras plus propriétaire, puisque l'objectif, c'est, Klaus Schwab qui le disait, mais quelqu'un du WEF, vous ne posséderez rien, et vous serez heureux. Parce que vous serez d'autant plus satisfait juste d'avoir des plateformes qui répondent à vos demandes de services. Exemple, je veux partir d'un point A à un point B, 3-4 possibilités. À pied, ça prend du temps. Location de vélo, électrique dans les villes qui sont autorisées et réglementées par la suite avec des plaques, etc. et puis des assurances, tac, donc tu payes. Transport en commun, tu payes. Si vraiment tu veux le confort maximum, puisque ta voiture est interdite dans certaines villes, par exemple, où ils tentent comme ça de réduire le trafic, eh bien tu passeras soit par les VTC, soit par les taxis. Quoi qu'il en soit, tu es dans le service. Rien ne t'appartient. Tu veux, je ne sais pas, comme ça, te rafraîchir ou autre, ou même aller aux toilettes, tout est payant. D'accord ? C'est une société de service. Et là, l'objectif, c'est que même ta propriété ne t'appartienne plus, et que quelque part, comme du Airbnb, lorsque tu pars en vacances, eh bien, tu devras faire un effort, c'est-à-dire, puisque ton logement sera inoccupé, y mettre quelqu'un, et faire fonctionner l'économie. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais petit à petit, c'est ce qui va se passer. Pareil avec les socialistes, communistes, gauchistes, toute cette partie en question de la mauvaise main, si on peut voir ça comme ça, de la mauvaise action, est en train de dire qu'en France, il y a trop de propriétés inhabitées. Et donc, au vu du nombre de sans-abri, de personnes en difficulté pour accéder au logement, il faudrait les injecter sur le marché, et après l'État mettrait la main à la poche. Quoi qu'il en soit, l'idée d'avoir son domicile ou même un domicile secondaire vide devient de plus en plus impensable. Donc, on va arriver vers des réglementations. Je ne sais pas encore comment ils vont s'organiser, mais il y a de fortes chances que ça fonctionne un peu comme du Airbnb. Donc on a le Airbnb, on a le Uber, vous avez compris, c'est vraiment l'ubérisation de la société, où il y a des micro-entrepreneurs qui servent en réalité des plateformes, dépossédant les gens de licences, dépossédant les gens même par la suite de voitures, puisque tout fonctionnera en location, en service, dans le service. Et c'est à peu près ce qu'on avait également analysé avec un autre livre, je crois que c'était « Ce que l'argent ne saurait acheter », j'ai plus le nom de l'auteur, mais pareil, en fait, c'est où arrête-t-on ces ventes ? Clairement, cette commercialisation même de l'humain, quelque part. C'est ce à quoi on arrive. Et dans ces conflits internationaux sur qui dominera le monde de demain par rapport à sa maîtrise des supercalculateurs et des données qu'il faut rendre fiables et viables pour la suite, c'est-à-dire bien identifiées, recatégorisées, enregistrées et dans la possibilité de réutilisation, nous avons
les USA face aux Chinois. Et entre les deux, je vous avais fait une vidéo sur ça, l'Europe qui arrive sur le terrain et qui dit on a aussi des cerveaux, on a du savoir-faire, c'est maintenant l'heure d'investir. Donc ça signifie que à l'est, excusez-moi, à l'ouest, à l'est ou au centre, quoi qu'il en soit, on est pris au piège. Que ce soit des BRICS plus, ou bien de l'autre côté, on va dire, Atlantico, avec certaines combinaisons qu'on a pu faire, saoudiens, etc. Israéliens aussi, certains diraient atlantico-sionistes du coup dans ça, ou talmud-islamistes, bref, passons ce détail. Quoi qu'il en soit, l'idée, ça va être de transformer les villes. Et on l'a même vu aussi en Arabie Saoudite, avec l'idée de Neom ou The Line. Enfin, il y a des projets qui ont été mis en stand-by, un peu pour l'instant mis en pause. Mais là, l'idée s'accentue. Vous en avez certains qui sont partis en Amérique et qui montrent que dans les villes comme au Japon, vous avez l'utilisation de robots qui sont justement connectés à tout l'environnement, avec les capteurs et tout ça, et qui livrent directement. Donc on s'est séparé de l'humain qui était soit à vélo, soit encore sur son deux roues, hein. On peut penser à une moto ou un petit scooter, terminé. Maintenant la livraison doit être encore plus écologique. Un petit robot, c'est dedans, ça coûte moins cher, et finalement c'est tout le travail, ce qui est de l'ordre du tripalum, vous voyez, de cette torture quelque part, ces actes en question où nos journées seraient occupées malheureusement à nous déposséder de notre propre corps, de notre volonté, eh bien, ça serait de laisser tout ça aux machines. Travail à la chaîne, jusqu'à la vente, quelque part, à la concrétisation commerciale, ou encore à la livraison, par exemple. Donc les États-Unis sont en avance dans ça, on a vu également les Japonais, ça travaille après sur des robots humanoïdes qui seraient des agents pas seulement conversationnels, mais également à, par exemple, je ne sais pas, transporter vos courses du magasin à la voiture pour les drives, ou à faire votre nettoyage avec des bras robotisés. Ça, c'est un avenir plus lointain, mais c'est ce qui est désiré, et ça fait partie du projet des Smart Cities. On a également eu dans ce livre et dans un autre ouvrage, donc ce que l'argent ne serait acheté, les projets d'Uber et d'autres d'avoir des véhicules intelligents. Donc pour qu'ils soient intelligents, vous l'avez vu, ils l'ont petit à petit inséré dans les voitures. Comment ils ont fait ? En fait, il y a quelques années, c'était vraiment le minimum. Ta voiture, tu avais ta clé, tu l'ouvrais même pas à distance. D'accord ? Tac, tu y allais, tout était vraiment mécanique, tu voulais baisser la vitre, c'était mécanique. Et petit à petit, on a eu l'électronique qui arrivait, qui a révolutionné un peu les choses. Centralisé à bord avec une sorte de système quelque part d'exploitation, sur l'écran tel ce que peut être en soi un iPad ou passons un pad, quoi qu'il en soit, une tablette. Dessus, vous avez un système d'exploitation qui a permis de rassembler les capteurs de la voiture pour modifier par exemple le volume que vous avez, changer les sons, mais aussi regarder votre véhicule, on va dire en une sorte de 3D un peu pour en faire le tour, et avec les capteurs, par exemple, vous aider à vous garer. Alors au début, ça a été caméra de recul, et puis ils y ont ajouté également la détection par rapport à la distance, donc vous avez caméra plus tout le champ, tout le périmètre qui est enregistré est remis dans votre voiture, d'accord, dans le système d'exploitation. Vous avez après l'idée par la suite de mettre des cartes SIM dedans pour pourquoi pas contrôler ce qui sera de l'ordre de la prise donc, du véhicule, de la prise en main. Donc pour le démarrer, il faudra peut-être souffler dans un éthylotest pour éviter tous les drames que l'on connaît jusqu'à maintenant, des accidents, des innocents qui sont rentrés dedans par des personnes qui ne mesuraient même pas en fait leur acte. Pour eux, ils étaient défoncés, vous avez bu, ça passe, il me reste 1 kilomètre à faire, boum, une famille détruite, entre autres. Donc tout ça, au nom de la sécurité, il y a ces détecteurs qui sont inclus. Vous en avez même dans les voitures assez modernes, où si vous quittez trop du regard la route, ça fait une petite alerte, et vous avez même le volant qui se reprend en main. C'est-à-dire vous avez le système à l'intérieur qui a vu que vous n'êtes plus forcément apte à conduire, et donc il prend le relais. Pareil pour se garer. Et maintenant, vous appuyez sur un bouton, ça mesure l'espace, donc ça fait en fait fonctionner tous les capteurs. Et dans le système, ça détecte par rapport à la longueur de la voiture et la manœuvre qu'il y aura à faire, si c'est possible ou pas. Et si c'est le cas, après, c'est le système qui prend le relais. Tout ça, c'est donc de la connexion à l'environnement. D'accord ? Et c'est que le premier niveau. Après, carrément, vous connaîtrez les trafics.
avec toutes les voitures qui seront connectées, ça stoppera d'avance, en fait, et les accidents seront quasiment tous évités. Donc au nom de la sécurité, imaginez ce qui peut être fait maintenant au nom de la santé et de l'environnement. Il y a des journées où il y a trop de pollen dehors, vous êtes allergique, attention, ça serait vous mettre en danger. Aujourd'hui, vous serez confiné. On a mesuré dehors, je ne sais pas, des particules ultra fines, parce qu'il y a trop de véhicules en circulation. Top, à partir de 10 heures aujourd'hui, ça sera limité pour ceux qui rentrent avec des véhicules, je ne sais pas, catégorisés C, ou je ne sais plus exactement c'est quoi leur lettre. Ceux-là, non. Ou alors, ils passeront, mais ils devront s'acquitter d'une taxe. D'accord? Ça, c'est à peu près la conception du monde de demain. Ce que l'on voyait donc avec l'idée dedans également de villes entièrement digitalisées à l'aide de systèmes intelligents de surveillance vidéo, de contrôle automatisé de la consommation d'énergie aussi, de pollution, d'un réseau internet à haut débit et de véhicules autonomes au service de la décision publique et du bien-être de la population. Ça, c'est le quatrième de couverture. La quatrième de couverture, excusez-moi. Et on remarque, en dehors de la pollution, l'idée de consommation d'énergie. Et vous savez qu'en France, on nous a bassiné avec ça depuis de nombreuses années en nous disant qu'il y avait une crise de l'eau potable particulièrement. Mais comme dans nos circuits, c'est que de l'eau potable qui circule, et bien en fait c'est une crise de l'eau tout court. D'accord? Et dans certaines régions, ils sont limités. Interdiction de remplir des piscines. Pareil, au niveau de l'utilisation, il y a des heures, un peu comme pour l'utilisation d'électricité, heures creuses, heures pleines, et vous devez faire attention à tout. D'accord? La vaisselle, non. Mais jusque-là, ils ne pouvaient pas trop maîtriser. Mais comme ils activent de plus en plus les compteurs intelligents, donc on a le compteur Linky. Pour certains, ça mesure vraiment toute utilisation d'appareils dans la maison. Je travaillais dans le secteur, je suis un peu moins d'accord avec ça. Mais par contre, on mesure en effet en temps et en heure ce qui est consommé. Et du coup, il y a plus, comme à l'époque, les relevés à pied, des données qui passent à la trappe ou des gens qui modifiaient les compteurs. Ça, c'est plus possible. Tu vois directement l'anomalie qui est détectée. D'accord ? En dehors de ça, on a également pour l'acheminement de l'eau, des gens qui ont travaillé, c'est déjà efficace, c'est installé chez certains. Pareil, des compteurs connectés. Donc tu peux plus gruger comme ça, modifier sur la mécanique du bordel. Là, à distance, ça se voit. Si d'un coup on a une chute alors que ton électricité répond en même temps et qu'on peut mettre en correspondance les données, t'es chez toi, tu consommes plus d'eau, il y a un truc là. Là, il y a un petit problème, t'es en train de jouer avec les appareils. Et pour le gaz, on se disait que c'était impossible. Parce que mettre de l'électricité ou même un petit contact comme ça au gaz, c'est infaisable. Et bien en fait, ils ont, je crois que ça s'appelle gaz... comment ça s'appelle? Gaspard, je crois. Un truc comme ça. C'est pas encore en place, mais j'ai travaillé dans ce secteur-là, donc je sais que ça devrait arriver sous peu. Ça fait déjà maintenant 3-4 ans qu'ils travaillent sur le module. Et il mesurera également. Fini l'histoire de goupilles où on te coupe comme ça, on est obligé de faire venir quelqu'un et toi tu l'as fait ressauter pour te réactiver et finalement ça part en conflit parce qu'on en avait nous dans les réseaux qui n'obéissaient pas et qui ne voulaient même pas se régulariser et donc ça finissait carrément en enlèvement de l'appareil et donc il fallait envoyer des techniciens pour pareil les réinstaller, bah, du coup ça faisait une autre intervention donc ça coûtait également cher à la fois aux clients mais aussi en termes de gestion alors que là c'est beaucoup plus efficace, entre autres pour GRDF, puisque ils auront juste à couper à distance. La personne, elle ne pourra rien faire. Là, ça sera vraiment un code, un truc, une télécommande, je ne sais pas exactement comment ça s'opère, mais à distance, boum, il n'y aura plus rien. Plus de gaz qui vient. Plus d'électricité également, même si pour les LEC, c'est un peu différent. Et que se passera-t-il après? Pour les réactiver, ils auront juste à appuyer sur un bouton. Par contre, la facture n'aura pas changé. D'accord? Donc les petits malins qui jouent à ça, bon après il y en a certains, des fois c'est des difficultés financières, là c'est moins bien. Mais on peut voir ça comme un progrès et en même temps comme un flicage. C'est là où c'est tout, encore une fois, tout le dilemme des technologies et de ce que l'on fait. Entre de bonnes mains, c'est plutôt cool de mesurer même, bah, comme je vous disais tout à l'heure, ne serait-ce que la qualité de l'air, ou si vous êtes obligé d'activer à l'intérieur de votre domicile un petit purificateur. Et au lieu des fois de l'activer pour rien, par exemple, et bien là vous sauriez à quel moment le mettre. Alors il y en a certains qui disent oui ça sert à rien. Si, ça a une utilité malheureusement dans un monde où nous sommes énormément, on aime bien consommer, se déplacer et faire bien d'autres activités. Et donc derrière ça engendre de la pollution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est à même de tout pouvoir mesurer. Enfin,
Après, il y a bien d'autres choses qui sont décidées. Et il y a même les idées d'imprimantes 4D, exosquelettes et tout, donc ça c'est plutôt de l'ordre transhumaniste. Et j'ai été étonné là sur Nantes, un peu plus au nord, je crois que c'était vers Orvaux que j'étais, il me semble. Ils ont carrément imprimé un immeuble et au vu du design, c'est de l'impression moderne. Vous voyez, c'est plus on fait nos coffrages et comme ça on met dedans ce qu'il faut. Enfin, on a édifié les choses et puis après avec notre coffrage on solidifie pour que ce soit. Non, là vous avez des courbes qui partent vraiment de façon très lisse, mais vous voyez, comment je pourrais vous dire ça? Un peu en serpent, vous voyez. C'est magnifique. Et là, ça se voit du coup que c'est un appareil qui a été utilisé couche après couche. De toute façon, on les voit, les couches, voyez, les traits qui ont été mis, je sais pas si c'est du ciment ou un truc comme ça utilisé, mais voilà. Je suis pas un expert dans le bâtiment. Mais j'ai vu ça et directement, j'ai détecté que c'était les nouvelles imprimantes méga grandes qui servent à ça. Enfin bon, arrivons-en au sérieux. Jérémy Rifkin, la troisième révolution industrielle. Vous m'avez entendu faire également celui de Klaus Schwab qui est passé un niveau après, la quatrième révolution industrielle, qui est d'ailleurs bien plus complet que le livre qu'on avait également analysé ensemble, qui était la grande réinitialisation. La grande réinitialisation a fait un grand bruit. Je l'ai lu 2 fois, plus à la présentation. Dedans, il y a juste un passage vraiment qui m'a marqué et qui faisait d'ailleurs une sorte de corrélation avec Attali. C'était l'idée de passer même plus sous puce électronique, mais sous bracelet électronique. Et à partir de ça, on mesure tout. Chaleur corporelle, rythme cardiaque, avec la tension, mais aussi le micro qui analyse vos interactions avec les autres, et bien d'autres choses encore, puisque la technologie, avec ses capteurs, est collée à la peau. Et dans la grande révolution, la grande réinitialisation de Klaus Schwab, pareil, il était question à un moment ou à un autre d'arriver à l'e-santé, électronique santé, de pouvoir faire des tests à distance et entre autres avec les médecins, vous voyez, comment on peut appeler ça, la téléassistance, dans la téléconsultation, avoir les appareils directement chez soi pour envoyer toutes les mesures et le spécialiste après de la santé, en praticien, lui, il sait à quoi ça correspond. D'accord? Mais petit à petit, si vous faites ça, c'est que demain, vous passerez carrément du praticien, excusez-moi, et vous aurez de façon soi-disant plus pratique, un système, une sorte d'intelligence artificielle qui, par votre propre profil, par l'état de santé actuel, refera des correspondances avec le passé, des autres mesures, et vous dira quoi faire, quoi manger, et vérifiera d'ailleurs s'il y a ou non la prise de médicaments, si vous avez suivi par rapport au frigo connecté ce qu'il y avait à faire, la montre connectée, le nombre de pas qui vous a été imposé, le nombre de calories qu'il fallait brûler pour retrouver une bonne santé, etc. Et tout ça pourrait être même mis en relation avec les mutuelles, les assurances, pour obtenir des tarifs plus préférentiels, plus intéressants. Mais bon, nous sommes sur les Smarties. Nous nous éloignons pas trop, on essaye de rester quand même bien. On a 5 piliers, non pas les 5 piliers de l'islam, je vous rassure, c'est différent. Alors hop, on en arrive à la page 58. La troisième révolution industrielle a 5 piliers. Elle aura un impact aussi important sur le XXIe siècle que la première sur le XIXe et la deuxième révolution industrielle sur le XXe. Comme les deux précédentes, elle va changer radicalement tous les aspects de notre façon de travailler et de vivre. L'organisation verticale traditionnelle de la société, typique d'une si large part de la vie économique, sociale et politique des révolutions industrielles fondées sur l'énergie fossile, est en train de céder la place à des relations distribuée et coopérative dans l'ère industrielle verte émergente. Je vous rappelle, première révolution industrielle, c'est la machine à vapeur. Deuxième révolution industrielle, il me semble que c'est toute l'utilisation, entre autres, du pétrole. Et la troisième révolution industrielle, c'est lié à l'électricité. Quoi qu'il en soit, normalement, une révolution industrielle, ça apporte du confort, ça fournit, on va dire, du nouveau matériel avec des outils beaucoup plus efficaces, mais ça dépend d'une énergie qui a été trouvée. Et là, la troisième n'en est pas vraiment une. Je crois que d'ailleurs j'ai peut-être fait une erreur sur ce que je vous ai dit, on va essayer de recorriger. Et la quatrième révolution industrielle, ça serait quoi son énergie? Le corps humain? Parce que quand Klaus Schwab, vous lisez son livre, il parle beaucoup quand même, alors déjà d'ouvrir comme ça la démocratie, c'est-à-dire où il n'y aura plus d'élus.
Comme ça, il n'y aura plus de coupables de gens montrés du doigt, ça sera la décision de la population, et elle n'aura qu'à se retourner contre elle en cas de désaccord ou bien de décisions qui ont mené à ruiner ou bien encore à ne pas financer ce qu'il fallait en termes d'hôpitaux, de transport, on pourrait voir quoi d'autre, de santé, etc. etc. D'accord? En fait, c'est finalement faire exploser les États pour qu'on dise les gens, vous avez tous la parole à table, mais en fait, derrière, offrir plus de pouvoir aux privatifs. Donc, aux entreprises qui proposeront leurs services avec tous les outils, comme on l'a vu avant. Parce que pour que ce soit intelligent, il faut faire appel à des entreprises. C'est pas l'État qui possède tout ça. L'État, il n'est quelque part que l'intermédiaire, vous voyez. Il cherche son prestataire. Il cherche celui qui va lui offrir la capacité. Et là, c'est ce qu'on observe. Donc, changement côté économique, social et politique, c'est ce qu'on va retrouver après dans ce livre, parce que l'objectif à la base, c'est d'en arriver, donc non pas avec Jérémy Rifkin, mais de se conduire sur ça. Smart City, le catastrophisme. En fait, il y a des gens qui sont réunis, je vais essayer de vous retrouver où c'était, et ils sont partis sur l'idée philosophique et éthique, mais ils voulaient parler de la Smart City, non pas comme le marketing le veut, waouh, magnifique, on soigne, on ramène de la sécurité, on reconnecte les gens entre eux, ils redeviennent humains, et finalement on a des belles relations. Non, eux, ils l'ont vu plutôt d'un point de vue catastrophique. Qu'est-ce que ça pourrait détruire? Quels vont être les impacts? Et ils ont essayé de débattre dessus. Ce livre, dont on va faire la lecture de certains passages, je vous le dis direct, en fait c'est la retranscription de certains échanges qui ont lieu, je crois, à un colloque, mais c'est mal écrit. Il y a des fautes, il y a des longueurs des fois pas possibles, puisqu'on a plusieurs... on doit avoir à peu près une dizaine d'intervenants, ou 15, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, il y en a beaucoup, alors il y en a certains qui sont efficaces, mais il faut aller bien plus loin, il faut rester accroché au livre, sinon les 50, 60 premières pages, c'est fatigant, ça fait des nœuds au cerveau pour rien, en fait ils partent dans des démonstrations qui n'ont aucun intérêt. On en reparlera après. Restons concentrés. Donc, l'énergie fossile est en train de céder la place à des relations distribuées et coopératives dans l'ère industrielle verte émergente. Un changement profond de l'organisation, même de la société, est en cours. Nous nous éloignons du pouvoir hiérarchique et nous nous rapprochons du pouvoir latéral. Hop là, tout le monde sur le même rang. Vous comprenez l'entourloupe, je vous l'ai expliqué avant. Comme toutes les autres infrastructures d'énergie-communication dans l'histoire, les divers piliers de la troisième révolution industrielle doivent être mis en place simultanément, faute de quoi les fondations ne tiendront pas. Et ce que la troisième révolution industrielle inclut aussi l'Internet, entre autres. Pour une raison claire, chacun ne peut fonctionner qu'en relation avec les autres. Voici les 5 piliers de la troisième révolution industrielle. Premier pilier, le passage aux énergies renouvelables. Le deuxième, la transformation du parc immobilier de tous les continents en ensemble de microcentrales énergétiques qui collectent sur site des énergies renouvelables. 3. Le déploiement de la technologie de l'hydrogène et d'autres techniques de stockage dans chaque immeuble et dans l'ensemble de l'infrastructure pour stocker les énergies intermittentes. 4. L'utilisation de la technologie d'Internet pour transformer le réseau électrique de tous les continents en interréseau de partage de l'énergie fonctionnant exactement comme Internet. Quand les millions d'immeubles produisent localement sur site une petite quantité d'énergie, ils peuvent donc vendre leur excédent au réseau et partager de l'électricité avec leurs voisins continentaux. Sur cette partie 4, donc sur ce quatrième pilier, c'est déjà en place avec le Linky entre autres et ceux qui ont fait installer des panneaux photovoltaïques ou encore des éoliennes. C'est-à-dire que leur production, comme l'énergie ne se stocke pas, et voyez, quand vous la mettez dans des batteries, en fait, si vous laissez les batteries comme ça, l'énergie petit à petit, elle s'épuise. D'accord, elle se consomme. Et en plus, vous êtes limité eh bien, à un certain niveau de stockage en milliampères. D'accord? Eh bien, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils réinjectaient dans le réseau. D'ailleurs, ça a peut-être été l'un des problèmes de ce qui s'est passé en Espagne, au Portugal. Après, j'ai de la famille qui connaît des gens là-bas et qui m'ont dit que c'était pas si catastrophique comparé à ce que les médias ont fait, monter en épingle, où des gens s'appelaient, limite au bout d'une heure, à pleurer, waouh, à s'applaudir, on a le retour de l'électricité. Mais bon, l'idée même donc de transformer les bâtiments, ça fait un long moment que c'est en place. Il y en a même qui ont trouvé un bon filon pour détourner l'argent.
On pense avec les chaudières pour être dans les normes, où ils ont surfacturé parce que c'est l'État qui payait, les isolations. J'ai quelqu'un dans ma famille qui travaille sur les DPE, les diagnostics, alors je ne sais plus comment on appelle ça, mais en gros, pour l'environnement, il me semble que c'est comme ça. On regarde l'isolation, mais aussi le circuit électronique, tout est contrôlé pour voir si c'est dans les normes modernes. Et sinon, après, vous avez une mauvaise lettre, et petit à petit, l'objectif, c'est de dégonfler la bulle immobilière, faire en sorte que bon nombre de biens ne soient plus vendables à leur prix à 100%, mais que de la note, soit les gens fassent des travaux, sans forcément augmenter le prix de vente, soit qu'ils ne les fassent pas, mais du coup, on diminue. Ah, c'est comme ça qu'en fait on dégonfle une bulle avant qu'elle pète intégralement, comme aux États-Unis avec les subprimes. Après, il y a un autre projet derrière, c'est ce que Jérémy Rifkin, excusez-moi, nous écrit. L'idée, finalement, de détruire les anciens bâtiments ou de les transformer. Et pour les nouveaux, immédiatement, on les transforme en mini-centrales. Et il parle de mettre de l'hydrogène, puisque c'est la seule technologie qui permet de bien stocker l'électricité. D'accord? Et donc il faudrait comme ça dans chaque immeuble des réservoirs. Sauf que ça coûte hyper cher et c'est pour ça que ça n'a pas été fait déjà. Il y a des spécialistes qui étaient interrogés, je crois qu'il y a même Idriss Aberkan comme ça qui avait organisé un débat et ça expliquait que et si c'est pas fait en fait c'est pas que on n'a pas la connaissance, c'est que ça demande trop de moyens et c'est trop coûteux. Et enfin le dernier pilier c'est le changement de moyen de transport par passage aux véhicules électriques branchables ou à pile à combustible, capables d'acheter et de vendre de l'électricité sur un réseau électrique interactif continental intelligent. C'est à l'automne 2010 que l'Union européenne a pris conscience du besoin crucial d'intégrer et d'harmoniser ces 5 piliers à tous les niveaux et stades de développement. Un document interne de la Commission européenne, révélé par une fuite, a alors souligné que l'Union européenne allait devoir dépenser 1000 milliards de dollars de 2010 à 2020, donc c'est passé, pour remettre à niveau son réseau électrique afin qu'il puisse recevoir l'afflux des énergies renouvelables. Vous comprenez? Et ça, je pense que c'est ce qui a joué justement sur le problème de l'Espagne. Au début, on nous a dit, et même moi j'y ai pensé, ça peut être Israël, ça peut être les Russes, au vu des contrats, alors les 10 milliards par an qui ont été proposés pour les Ukrainiens face aux Russes, ou encore des contrats à hauteur, je ne sais plus, de quelques dizaines de millions qui ont été rompus avec les Israéliens. On a pu se dire, ah ouais, c'est une cyberattaque, juste ils ne veulent pas assumer. Et puis il y a eu d'autres spécialistes qui sont rentrés en jeu et on leur prête quand même l'oreille. Et nous on avait, on va dire, notre vision par rapport aux médias et puis aux situations qui ont déjà peut-être eu lieu. L'idée de pirater des serveurs ou ce genre de choses. Mais là c'était quand même gros. Toucher 2 pays, quasiment 3, même puisque le sud de la France avait été impacté. Ça pouvait être autre chose. Et finalement, il y a eu une perte de 10 ou 15 gigawattheures à un certain moment, et c'est peut-être dû à ces énergies renouvelables, entre autres les panneaux photovoltaïques, en réinjection dans le réseau. Vous voyez, de cette après, en fait, il faut redispatcher à un certain moment, et ça a créé peut-être de la surtension. Je ne sais pas exactement comment ça a fonctionné, même ceux qui essayent de nous en donner une explication, ils pensent très rarement, on va dire, aux communs des mortels, ils parlent en termes techniques, donc pour suivre, c'est quand même assez hard. Mais quoi qu'il en soit, on pense que c'est lié à ça. Preuve en est, même le document de l'Union européenne de 2010 à peu près prévoyait 1000 milliards pour rénover ces infrastructures, puisqu'il faut avoir les capacités de continuer à faire circuler correctement sur les hautes tensions, puis après de basculer donc en basse tension, mais surtout de recevoir également. Voyez pas que ça aille que dans un sens. Et là, c'est tout un bordel. Il nous dit, je le cite, « L'Europe n'a pas l'infrastructure nécessaire pour permettre aux énergies renouvelables de se développer et de concurrencer sur un pied d'égalité les sources traditionnelles », précisait le document. L'Union européenne est censée tirer des énergies vertes un tiers de son électricité en 2020. Donc ça, après, on a vu que ce n'était pas le cas. Et il parle de l'hydrogène. Et nous, on est sur les Smart Cities. 73 et 78. Donc, que je regarde ce que j'avais mis par rapport à 73, création d'un réseau intelligent, ok. Comme nous le verrons plus loin, ces projections sur l'emploi ne prennent en considération que les piliers 1 et 2, l'énergie renouvelable et la conversion des bâtiments, puisqu'il nous précise que nous avons certains métiers qui vont être menacés à hauteur de 40%, d'autres de 30%, etc.
Elle les envisage comme des initiatives autonomes, sans faire le lien avec le stockage de l'énergie, la création d'un réseau électrique intelligent et la reconversion des moyens de transport en véhicules branchables et à pile combustible. Si l'on voulait une bonne analogie, on pourrait dire que ces chiffres ressemblent à des prévisions sur 20 ans de l'impact de la révolution des technologies de l'information sur l'emploi, mais effectuées avant la création d'Internet. Quand les 5 piliers de la troisième révolution industrielle seront interconnectés, ils doteront l'économie d'un nouveau système nerveux central, ce qui déclenchera un bond dans l'efficacité de l'utilisation de l'énergie et un nombre inimaginable d'activités nouvelles et de nouveaux emplois. Et certains se disent ah ouais, c'est uniquement pour nous tomber dessus sur les factures à la fin du mois, eau, électricité, parce que des fois il y avait des pertes, ou même pour intervenir c'était compliqué. Fallait couper des pans de rue ou même des fois carrément des carrefours. Alors qu'aujourd'hui on localise immédiatement, hop là, de ce compteur Linky à ce compteur Linky, c'est bloqué. Donc on va dire c'est en amont de là et en aval on ne traitera pas forcément. Tout ça pour dire quoi? Donc déjà c'est plus précis pour intervenir, mais surtout poussons la démarche plus loin. Est-ce que vous croyez que c'est uniquement pour les interventions, pour faire quelques coupes budgétaires et mieux maîtriser les envois, on va dire, les besoins journaliers? Non, ça va plus loin. C'est qu'en fait, en développant l'intelligence artificielle, il y a de nouveaux besoins qui sont faits. C'est hyper énergivore. Ça a besoin d'être alimenté, que ce soit d'ailleurs les centrales de données pour les refroidir, jusque à ceux qui sont comme ça développés des ordinateurs en hypercalculateur. D'accord? Il faut alimenter quelque part la bête. Et donc il faut développer, déployer, on va dire, l'électricité. Limiter les gens à une certaine utilisation classique et toute l'électricité qui était surconsommée, pouvoir la prendre et la réinjecter ailleurs, en dehors du stockage. En gros, c'est à peu près ça. Après un siècle de domination des grandes compagnies du pétrole, du gaz ou de l'atome sur l'économie, sans parler de leur influence sur la politique des États et la géopolitique des relations internationales, voici que l'on propose un nouveau plan qui va démocratiser la production et la distribution de l'énergie en créant des millions de mini-entrepreneurs énergétiques. Comme l'a dit un observateur, le fond de l'affaire, c'est Power to the People, le pouvoir et l'électricité au peuple. Ça, c'est le commerce. La réalité, c'est qu'on vous laisse entendre qu'en transformant, en prenant les aides de l'État pour vous mettre à jour et pourquoi pas revendre votre électricité, vous en serez en réalité les maîtres. C'est faux. Vous transformez juste votre bâtiment où tout sera directement digitalisé, on sera capable de tout mesurer pour après vous imposer une certaine consommation au nom du bien commun, des progrès de l'État ou de je ne sais quoi, même de l'effort de guerre. Hop là, tu réduis au minimum. Tu mettras juste ta plaque à chauffer, tu feras fonctionner ton frigo, et t'en resteras là. Le radiateur, 19, on t'a dit. L'ordinateur, pas plus de 5 heures. Bref, vous doutez jusqu'où ça peut aller. Après, bien évidemment, comme tout, tu pourras dépasser, on va dire, les limites à condition de t'acquitter d'amendes, de taxes et de ce genre de choses. Bref. Vous m'avez compris. Arrivons-en à la page 78, et ça sera tout pour ce livre. D'ailleurs, je ne l'ai même pas terminé pour vous dire, ça fait un long moment qu'il traîne. On a ce réseau énergétique intelligent qui englobera pratiquement tous les aspects de la vie. Logements, bureaux, usines et véhicules vont communiquer entre eux en permanence. Ils partageront des informations et de l'énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les réseaux électriques intelligents seront connectés à l'évolution météorologique, ce qui leur permettra d'ajuster continuellement les flux d'électricité et les températures intérieures, tant aux conditions météo qu'à la demande des consommateurs. On peut même imaginer dans un futur que ce n'est même plus vous qui avez la main sur votre domicile, mais c'est directement tout le monde qui va être mis sur le même rang. La région dehors, il fait, je sais pas, 5 degrés, eh bien les logements seront à 18 degrés. C'est largement suffisant. Et vous n'aurez même plus la télécommande où vous pourrez appuyer dessus, mais vous n'aurez pas la main. Pareil pour l'éclairage. On peut imaginer comme ça bien d'autres choses. On rappellera qu'ils ont même travaillé à cartographier les appartements, les maisons, avec les aspirateurs soi-disant intelligents là, qui se baladent comme ça. Tac, 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 le moindre coin de la maison, même le moindre meuble que vous avez chez eux, ils savent déjà. À deux doigts, s'ils ne sont pas également connectés sur les appareils photo ou comment dirais-je, les appareils vidéo des téléphones, pour pouvoir y redonner de la couleur à ce qu'ils ont pu déjà numériser. Même si on sait très bien,
je vais un peu caricaturer les choses, hein, puisque nous savons que pour l'instant, les données, imaginons de l'aspirateur, sont remontées qu'à une compagnie. Vos données informatiques ne sont pas remontées qu'au fournisseur d'accès. Des fois, il y a un site qui a pris une part des infos. Vous voyez, mais c'est que tout ce que vous faites ne revient pas à un seul serveur. Mais c'est le projet pour la suite. On rappellera également que l'idée d'identité numérique, c'est-à-dire vous avez un double et vous êtes identifiable, on peut vous authentifier un peu partout, dans la rue, chez vous, dans un resto, partout. Ça permettra de réactiver le projet du gouvernement, pour l'instant, qui a été mis un peu de côté, de Alicem. À l'époque, je vous disais, en 2018, par là, 2017, c'est l'anagramme de malice. Et ils sont malicieux, ils savent que quand, si là, ils venaient, par exemple, imaginons, à mettre l'identité numérique, si tu ne l'utilises pas tous les jours, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est d'ailleurs ce que un député, ou je ne sais plus, un représentant de LREM à l'époque disait. Ils expliquaient que pour l'instant, il ne faut pas. Le jour où on déploiera l'identité numérique et qu'elle s'imposera, ça sera pour plusieurs choses. Faire ses documents sur Internet, déclaration d'impôt, également s'en servir comme permis, comme carte vitale, et en arriver même à la connexion bancaire. Vous voyez, on va dire une authentification à double sécurité. Celle de ta banque, plus celle de l'État. Ça, c'est ce qui est désiré et ce qui pourrait être appuyé même par les directives de la Banque Centrale Européenne, en agissant directement après sur les banques privées, en donnant, on va dire, certaines formes de progrès. Comme on a vu au début, on avait ni plus ni moins un SMS qu'on recevait. Maintenant, c'est tu reçois un SMS, le 3D Secure, tu y ajoutes après la connexion sur l'application bancaire, tu rentres ton code secret, et là, après, tu valides. Donc tu ne peux pas dire que ce n'était pas toi à la manœuvre. Là où hier, d'un simple SMS, ah non, j'ai été piraté ou je ne sais quoi. Ils sécurisent de plus en plus. On en arrivera certainement à ce que l'identité numérique d'État soit également une sorte d'identifiant pour la banque, complémentaire au 3D Secure. D'accord ? On en avait déjà même un peu abordé les périmètres avec un autre livre, Les industries du futur. On voyait comme ça comment finalement ils travaillent la psychologie des gens à leur faire accepter tout cet environnement artificiel, de contrôle absolu. Et ici, c'est à peu près ce qui est expliqué. Donc là, ils agissent sur vos logements, vos bureaux, les usines, les véhicules, partout, c'est sous surveillance. C'est pour ça que ça m'a ramené même aussi à Black Mirror. L'épisode, je sais plus c'était lequel, mais on voyait l'iPhone 10 avant qu'il sorte. J'en ai parlé chez Los Locos, pour les intéressés. On a fait les 2 épisodes de la saison 7. Et j'ai tellement à vous dire que je pense que je lancerai mon propre programme sur ça, voyez-vous. Mais j'attends quand même d'avancer un peu chez lui pour lui laisser l'honneur, entre guillemets, et la priorité sur la thématique. Mais par la suite, j'aborderai plus en détail les 7 saisons. Et on en a une, donc on avait l'iPhone 10 avant même qu'il soit présenté en conférence Apple, d'accord ? Et dedans, donc ça partait sur l'idée de la notation, avec des zones sécurisées, d'autres un peu moins, parce que les gens, du coup, on les considère comme des personnes assez hasardeuses, on ne sait pas exactement comment elles vont réagir, assez agressives même pour certaines, donc on essaye d'en faire des bidonvilles, quoi. On les met à part, et puis ceux soi-disant qui sont assez civilisés, dignes d'être dans les hauts lieux, on les autorise aux accès. Et donc la femme, elle perd la tête, puisque en fait t'es noté à tout instant, un peu comme du Uber, tu prends le Uber, tu notes le chauffeur, mais le chauffeur te note, tu vas en Airbnb, tu notes le logement, mais également celui qui t'a proposé, et lui pareil, l'hôte viendra à définir quel type de locataire tu pouvais être. Donc on est vraiment sur la notation et ça se généralise. Les réseaux sociaux, pareil. Petit à petit, ça a été les likes, ça a été ce genre de choses, mais on pourrait arriver à, tiens, note la photo d'un tel ou d'un tel. Et donc après, les comportements, pareil. Et dans la série, ils vont plus loin. Dans un épisode particulier, en fait, ils reprennent ce qui existait déjà en Chine, qui est devenu plus officiel par la suite, le crédit social. Et c'est-à-dire après, c'est plus seulement les humains entre eux qui viennent à se noter, c'est pas seulement du client au professionnel, ça passe par un service d'État. Si tu passes mal le passage piéton, boum, des points en moins. Si tu as été pris la main dans le sac, je ne sais pas, à tenir des mauvais propos, boum, des points en moins. Et pour les rattraper, donc finalement revenir à une sorte de sociabilité, vous voyez, se réinsérer dans le social et sociétal, eh bien ça passe en Chine par une application qui fait
la promotion de Xi Jinping, qui est à fond dans le parti chinois, d'accord, parti communiste chinois, où tu regardes finalement de la propagande. Et c'est un peu le monde orwellien, comment on appelle ça, la télésurveillance, mais il y a un autre truc, le téléopérateur, mais encore, je sais plus comment il l'appelle. Bref, qui contrôle dans le logement en fait ce que tu as dit, et au point où il est obligé de développer de la double pensée. Mais même là, Orwell n'avait pas anticipé, alors qu'il était dans les petits papiers avec les Huxley, ce qui adviendrait par la suite. La montre connectée. À la différence d'une puce RFID qui vous localise tout au plus, et encore qui peut avoir des bugs si vous arrivez comment dirais-je, à endormir la chose ou même à la retirer, la montre connectée. Elle vous paraît banale. Vous regardez l'heure, vous recevez des appels, et puis ça vous indique le nombre de pas que vous avez fait. Vous voyez ça comme un outil, on va dire, complémentaire pour votre santé. Pourtant, cet appareil, quand vous le mettez, il est capable, justement, de tout voir. Donc la double pensée n'est plus possible. C'est-à-dire que ce que tu vas déclarer avec tes amis, et ça fait un moment que j'alerte, ça fait peut-être maintenant 4 ans au moins que je suis sur le sujet, cette montre connectée, c'est limite le diable en personne. Parce que le micro, il entend ce que tu dis. D'accord? Il voit également ton pouls. Il ressent ta tension. Donc il est capable de savoir si tu mens avec ton interlocuteur ou tu lui dis la vérité. Si le sujet te rend joyeux ou au contraire, il te stresse un peu plus. Toi, t'as pas l'intention, t'as même pas l'idée que ça mesure tout ça. Mais pourtant, quand tu regardes, il mesure la chaleur corporelle, il mesure la fréquence cardiaque, il a un micro. Soit t'es dupe, soit tu ne comprends pas ce que tu as acheté. Je rappellerai pour ceux qui ont vu l'affaire Snowden, les téléphones. On pouvait à distance, et c'était pas comme ça juste un film, hein, c'était une réalité. Il avait sorti les informations depuis une petite puce informatique, une carte SD à moitié, mais très puissante. Il avait sorti les documents où les Américains, par la NSA, National Security Agency, donc l'agence de sécurité nationale, surveillaient les individus à la fois sur le territoire américain, mais également les Européens et d'autres. Ils pouvaient se connecter au téléphone sans même que tu aies un visuel, toi, qu'ils sont dessus. Ils se connectaient au micro. Et comme ça, ils enregistraient et surveillaient les gens au point même où il y avait de l'abus, puisque certains s'en donnaient à cœur joie pour aller après observer soit ce que faisaient leurs proches, ou bien se connecter au téléphone, entre autres de femmes, etc. D'accord? Ça a été un énorme scandale, qui en soi ne s'est pas arrêté, hein. C'est juste sorti, officiellement on arrête, officieusement ça continue. C'est un peu comme avant 2001, excusez-moi, un petit peu après plutôt, puisque c'est Matrix qui intervient, mais j'étais également sur le film. Donc avant 2001, vous avez le film Matrix, etc. avec Neo. Après 2001, vous avez un programme gouvernemental qui s'appelle Matrix. Et le but, c'était justement la lutte antiterroriste où tu mets tout le monde sous surveillance. Après, on a eu le Patriot Act, entre autres, qui a fait la même chose. Et petit à petit, on s'est rendu compte, je crois qu'il y avait le AWA ou un truc comme ça, ou ATWA, je sais plus. En fait, c'était un projet où sur chaque être humain sur la Terre, il faisait un petit livret. Il récupérait nom, prénom, lieu de domicile, travail, les informations postées sur les réseaux sociaux, petite synthèse, je ne sais pas, avec un algorithme ou ce genre de choses pour détecter des mots-clés, et comme ça, ils avaient une fiche sur chaque être humain. Imaginez maintenant avec tout ce qui s'est ajouté par la suite, en dehors des expressions sur les réseaux sociaux américains, la façon de consommer, vos voyages que vous avez pu faire, puisque la plupart du temps, ça passe par les plateformes, on a parlé d'Airbnb, ça passe également par les sites officiels, je ne sais pas, des B&B, autrement des hôtels ou ce genre de choses. Tout a été récupéré. Et vous le voyez en termes de capacité de stockage, c'est plus un problème. Là où hier, il aurait fallu des disquettes à peine 30 MB, 30 mégabits dessus, tu mets quoi? Tu mets une photo tout au plus et tu charges 2-3 informations, ça y est, c'est plein. Là aujourd'hui, ils peuvent carrément avoir des vidéos et bien d'autres choses, des audios qui ont été sauvegardés. Regardez, ne serait-ce qu'une clé USB, ça coûte même plus, 5-10 balles, et vous avez plus de 32 gigas. Des disques durs que vous achetez, en plus, derrière, vous avez la TVA qui s'est placée, plus la marge du commerçant, plus la marge de celui qui en a l'origine, on pourrait dire le développeur-concepteur. Enlevez tout ça, finalement, ceux qui possèdent les mastodontes là, des entreprises type Apple et tout, pour eux, ça coûte une brindille. Vous voyez? Tac.
Allez, tiens, je te donne, et j'ai déjà comme ça des unités. Je vous invite à regarder le film, à l'époque je l'avais également décrypté, The Circle, le cercle. Eh bien, on a abouti, je pense, à la même chose. Dans The Circle, pareil, il est question, alors c'était un peu plus tardif par rapport à ce que vous pourrez retrouver sur Odyssey quand je faisais des vidéos sur les montres connectées, mais c'est ça, c'est la même chose. On t'injecte un produit et après on est carrément capable de se connecter au système nerveux central, de ressentir à l'intérieur tout ce qu'il en est également de l'activation, des problèmes de santé. C'est un peu limite un fluide qui t'injecte à la Mesmer. Et c'est là tu es dedans et on est capable de tout diagnostiquer. Et après de passer à l'action. Et c'est la même chose. Donc les réseaux électriques intelligents seront connectés à l'évolution également, on a dit météorologique, même le climat devient artificiel, on l'a vu, certains disent chemtrail, les autres chemtrail, quoi qu'il en soit, la soi-disant traînée de condensation, dedans tu retrouves du kérosène et d'autres matières. Donc tu es de facto en réalité sur un résultat chimique, peu importe ce que les gens en disent. Et quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre, on l'a vu, ça conduit à des couvercles nuageux, ça limite la photosynthèse, ça fait donc augmenter le carbone, tout l'inverse de ce qui est désiré normalement. Et finalement, le ciel qui devrait être dégagé se retrouve couvert. Donc nous sommes déjà même de façon, on va dire, météorologique, climatique, dans quelque chose d'artificiel. Ils ont mis sous artifice les vies par les réseaux sociaux, par les divertissements, les films, où beaucoup ne veulent plus être à l'image de Dieu, mais sont à l'image des Frères Lumière, hein, c'est-à-dire, ça y est, il y a un acteur qui les intéresse, il y a un film particulier ou une série, ils veulent imiter. Là, ils sont dans le truc cinématographique et ils se pensent eux-mêmes acteurs dedans, et limite leur vie, ils vont y croire comme une simulation. Joue le rôle que tu veux, ou comme certains diraient, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Là, c'est la même chose. Derrière ça, qu'est-ce que je voulais dire également? Donc la météo artificielle, finalement, tout devient comme ça modifié, même les plantes. Aujourd'hui, c'est sous OGM, organismes génétiquement modifiés. Vous avez même certains qui sont transgéniques. C'est-à-dire, on leur a ajouté un gène complètement extérieur à leur variété. Comme ça, où on leur a retiré également pour injecter autre chose. Donc transgénique. Quand les choses complètement hors de nature. Et je pourrais poursuivre également après sur toute la bitumisation, hein, ce que dénonçait entre autres Théodore Kaczynski, et toutes les règles qui se sont appliquées à la suite de ça. En dehors de ça, le réseau pourra aussi ajuster l'électricité utilisée par les appareils électroménagers en cas de pic de consommation d'énergie et de risque de surcharge. Le logiciel pourra ordonner, par exemple, à la machine à laver d'un particulier de sauter un cycle de rinçage par changement pour économiser de l'électricité, ou de l'eau même. Puisque le vrai prix de l'électricité sur le réseau varie au cours de chaque journée, de 24 heures, une information en temps réel affichée sur un compteur numérique dans chaque logement rendra possible une tarification dynamique. Les consommateurs pourront accroître ou réduire automatiquement leur usage de l'énergie en fonction du prix. Ceux qui accepteront de légers ajustements dans leur consommation d'électricité seront crédités pour cela sur leur facture. La facturation dynamique permettra aussi aux producteurs d'énergie locaux de connaître le meilleur moment pour revendre leur électricité en réseau ou pour s'isoler totalement du réseau. Donc ils veulent un réseau interconnecté où en plus tu vois en temps réel en fait le marché européen de l'énergie où tout est basé sur ça, sur l'électricité. Que se passera-t-il? Les gens conserveront pour pas réinjecter direct, spéculer et donc entraîneront également des pics de demande et finalement, enfin, ça sera si on part dans un modèle comme nous l'écrit Jérémy Rifkin, ça serait un bordel monstre. En fait, on aurait les spéculateurs, tu verrais, hop là, tu passes à 10 balles, je sais pas, imaginons, j'exagère, ton kilowattheure d'électricité, hein, voilà, ça serait plus que comparé aux quelques centimes qu'on paye, même micro-centimes, mais ça pourrait être faisable. Alors, attendez, je bois un petit coup. Et voilà, on va en finir par rapport à ça. Alors on est déjà à 1 heure, bon bah finalement j'ai loupé à ma mission, puisque l'objectif à la base c'était uniquement celui-là. Et je l'avais pris, et après je me suis dit quand même il y a 2 autres livres, un que je vous ai présenté, un autre dont on a un peu parlé, je voulais les joindre. Là on a 1 heure, maintenant j'essaye de faire des contenus qualitatifs et sans trop traîner en longueur. Comme ça des fois vous pouvez passer 10-20 secondes, et vraiment dans une émission vous ne loupez rien, pour arriver du début à la fin. N'hésitez pas à soutenir par des likes,
des commentaires, des partages. Et ben, ce que je vous propose, c'est la prochaine fois. On fera celui-là, de toute façon, c'est écrit en gros caractères. Il y a certaines pages que je vais vous passer, comme je vous ai dit, au moins les 50 premières pages, c'est trop long, ça veut pas dire grand-chose. On fera juste la présentation quand même de leur colloque, puisqu'ils étaient réunis à ce qu'ils avaient appelé donc le Cher Smart City, Philosophie et Éthique, donc à l'université Côte d'Azur à Nice, intitulé Smart City et Catastrophisme. Entrepreneurs engagés et d'autres personnes passionnées étaient réunis. En effet, d'habitude, nous inscrivons notre action au cœur du triptyque économie, environnement et social, dont le schéma catastrophe est généralement absent. Mais ils resteront quand même sur le triptyque. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées. Comme vous le voyez, je suis revenu de vacances, donc la production est de retour. Par contre, je vais avoir une mission professionnelle qui arrive, donc je pense que je serai peut-être un peu moins productif que ce qui précédait il y a 2-3 semaines. Mais il y aura toujours du contenu, j'essaie de le varier. Là, on est au mois de mai, je ne sais plus si j'ai fait une revue d'actualité, mais il me semble pas. Donc ça devrait arriver cette semaine. Et quoi d'autre à vous dire? Je pense que c'est déjà pas mal. Si bientôt il y aura un nouveau décor aussi, normalement je dois changer là de logement, enfin. Et donc, qui inclut nouveau décor, déjà ce sera plus pratique en termes de bibliothèque ou autre quand je vais vous donner des références. Même visuellement, ce sera peut-être plus agréable. Et ça va inclure de nouveaux formats que je vais essayer là de faire dès que j'ai le logement et que je suis en place. Parce que derrière, il y aura en fait une grande bibliothèque où j'ai peut-être 300-400 ouvrages au minimum. Certains que je vous ai présentés, je pense que je vous en ai présenté au moins 60-70 au minimum. Donc, certains, je les prendrai et en fait, on commentera l'actualité avec. D'accord? On essaiera de faire des correspondances. Pas de la lecture comme je vous fais des fois. D'accord? Les formats de lecture resteront, les formats également, une fois par mois sur les revues d'actualité perdureront. De temps en temps, les petits lives également sur la philosophie ou les religions continueront, mais je vais essayer d'injecter de nouvelles choses. Merci pour votre écoute et votre intérêt, et je vous dis à très bientôt. La vérité est notre avenir, les valeurs ancrées, la victoire nous est déjà assurée. Bye.